On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Il y a 125 ans, Félix-Gabriel Marchand devenait le premier ministre du Québec. On en parle avec Dave Turcotte. Mais d'abord, on vous parle d'entrepreneurs, de nature, avec une travailleuse sociale. Parlons d'entrepreneurs, parlons de nature, parlons de plein air, parlons de faire attention à nous-mêmes, prendre soin de nous, prendre soin de nos équipes. Voilà un peu l'idée même de ce projet, le Parcours Loup, qui a déjà eu une première cohorte à l'hiver. Il y en aura une deuxième à la fin du mois de mai à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Avec nous pour en parler, Laura Ducharme. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Tout d'abord, l'idée est venue d'où? Ça s'inscrit dans quoi, au juste? En fait, la première fois que j'ai eu cette idée-là d'amener des gens dans un contexte d'aventure pour développer son plein potentiel, ça a été vraiment grâce à l'expédition que j'ai faite avec le double défi des deux Mario, qui est en fait la traversée du lac Saint-Jean au mois de février, qui se fait à chaque année depuis une bonne dizaine d'années au profit de la Fondation sur la Pointe des Pieds. Donc, je me souviens, là, je suis en plein milieu du lac Saint-Jean, il fait moins 40, j'ai la morve au nez, j'ai froid, j'ai les bouts des doigts complètement congelés, mais je suis vraiment en profonde connexion. Il y a comme quelque chose qui se passe. Et bien, c'est là que j'ai eu l'idée de dire, bien, ça, cette espèce de sentiment-là de bien-être puis de connexion, autant avec les autres qu'avec soi, qu'avec l'environnement, bien, ça m'a amené justement vers des études et des recherches qui ont permis de démontrer que les expéditions à saveur, je dirais, un peu plus thérapeutiques, ont vraiment des impacts et des bénéfices importants sur la santé mentale, mais aussi sur la santé physique, bien évidemment. Donc, c'est à partir de ces recherches-là que je me suis intéressée justement au paradigme de l'aventure, au point d'aventure, comme on l'appelle, qui est vraiment un espace qui se situe justement entre le niveau de compétence des participants et le niveau de risque. Puis dans cette zone-là, bien, on va jouer avec cette zone-là justement pour travailler certaines compétences chez les individus qu'on va cibler dans le cadre de notre parcours. Donc, ces recherches-là m'ont mené justement à la création de ce parcours-là qui vient combiner justement différentes approches en intervention, mais auprès d'une clientèle un peu plus managériale, je dirais. Là. Bon, question de nous mettre un peu en contexte. Des travailleuses sociales, aussi entrepreneurs. Explique-nous un peu quel est le lien avec tout ça. Oui, bien, en fait, comme travailleur social, ce que moi, je fais dans la vie en général, c'est que je vais faire l'évaluation du fonctionnement social de la personne. Donc, on va vraiment évaluer les différentes sphères de développement de la personne, voir un peu justement comment ça se passe à l'école, que ça se passe au travail, tout ça. Et à travers cette évaluation-là, on va identifier justement des enjeux, des objectifs que la personne veut travailler pour l'aider justement à optimiser son potentiel et son fonctionnement. Donc, le parcours loup, en fait, bien, dans le cadre de ce parcours-là, on fait vraiment une évaluation, on fait un récit de pratique de la personne, de sa trajectoire. Puis à travers, justement, cette trajectoire-là, il y a eu, justement, des moments d'exception qui ont permis à la personne de développer la leader qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc, l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de partir un peu de ma lunette de travailleuse sociale pour mieux comprendre le fonctionnement de la personne. Puis ensuite, bien, l'aventure ou l'expédition en soi devient un peu un laboratoire expérientiel avec lequel je vais vraiment travailler des objectifs avec la personne. Est-ce qu'on peut appeler ça ou comparer ça à un bootcamp? Il y a beaucoup de gens qui font cette comparaison-là, effectivement. C'est un repère qu'on a. Oui. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que ça je ressemble? Je dirais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des comparaisons avec un bootcamp ou avec du team building, par exemple. Bon, team building, énormément, là, les gens me font beaucoup cette comparaison-là. Je dirais, oui, il y a des composantes qu'on va retrouver, par exemple, bon, l'aspect un peu ludique, le fait qu'on est justement en canot plutôt que dans une salle en dessous des néons. Bon, c'est sûr et certain que cet aspect-là se retrouve justement dans du team building ou dans une espèce de bootcamp avec l'aspect plein air, l'aspect on est salle dans la boîte. Ouais. Bon, il y a un peu cet aspect-là, oui, mais ça va plus loin que ça. De par, justement, la composante d'évaluation, de mise en place d'un plan pour chacun des entrepreneurs. Et aussi, bien, il y a toute l'application de ce qu'ils ont appris au niveau des compétences. Donc, la transposition dans le quotidien. Fait que c'est pas juste, on va dans le bois avoir du fun, donner des câlins aux arbres pendant une heure de temps, là. On va vraiment, justement, atteindre, justement, à travers l'aventure, on va atteindre certains objectifs, on va développer certaines composantes et par la suite, bien, on va être capable de les transposer dans son quotidien en tant que leader, en tant que gestionnaire ou en tant que
même en tant que parent, en fait. Fait que donc, fait que c'est un peu l'objectif puis la nuance que j'apporterai. Bon, vous avez eu déjà une première cohorte en février dernier, en plein hiver. Qu'est-ce que vous avez fait? On a fait du camping d'hiver. Donc, on en a profité, justement. Le camping d'hiver, moi, j'adore ça. Je sais, ça peut sembler un peu étrange, là, à faire du camping à moins 40. C'est quoi le plaisir? C'est que l'hiver, de par, justement, le côté froid, ça fait en sorte qu'il faut que tu apprennes à développer une zone de confort dans l'inconfort. Parce que, contrairement à l'été où, bon, il fait chaud, on a accès à l'eau, bon, il y a un peu plus, je dirais, de commodité plus intéressante, bien, l'hiver, tu n'as pas le choix de puiser à l'intérieur de toi pour vraiment comme créer cette nouvelle zone-là, je dirais, de confort à travers ça. Fait que c'est ce qu'on a fait. Donc, on a fait du camping d'hiver. Fait que l'équipe, imagine, 10 entrepreneurs, ils n'ont jamais fait de camping pour la plupart. Et là, ils ont le défi de monter le campement rapidement parce que la nuit tombe rapidement aussi. Et déjà, vers 3h30, 4h, le soleil se couche. Le froid commence à s'installer. Il annonçait plus de moins 16 degrés en plus. Vous étiez où? On était à Saint-Paul-à-l'Île-aux-Noix. On a une yourte, en fait. Donc, le campement s'est fait autour de la yourte, en fait. Donc, c'est là qu'ils se sont installés. Et puis, ils devaient monter rapidement ce campement-là. Et c'est tous des entrepreneurs qui ne se connaissent pas. Donc, il y a aussi cet enjeu-là de comment je vais communiquer, comment je vais monter ce campement-là. Comment ça marche, une tente? Elle comprend-tu quand je parle? Fait que, comment je vais justement amener mes idées? Fait que ça a amené plein de beaux défis et ça a été vraiment extraordinaire. Tout le monde est revenu vivant? Oui, oui. Et tout le monde a passé la nuit complète dehors. Pas d'engelure? Aucune engelure. Et il n'y a personne, parce qu'ils avaient accès quand même à la yourte qui était chauffée. Parce qu'on se disait, s'il arrive quelque chose, au moins, ils ont un endroit chauffé. Ça, c'est la yourte de Mahikana. Oui, exact. Qu'est-ce que c'est, Mahikana? Mahikana, c'est une entreprise, en fait, on offre de l'intervention et de la formation par la nature et l'aventure dans le but d'optimiser le plein potentiel de chaque être humain. Fait que c'est vraiment l'objectif. Donc, je dirais, notre point, je dirais, notre point central, notre mission, c'est vraiment d'optimiser le bien-être et la santé mentale de chaque personne, mais dans un contexte de nature et aventure. Bon, là, vous avez une deuxième cohorte qui s'en vient pour le week-end du 28-29 mai, à la fin du mois. Exact. Toujours à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Oui. Mais là, on est plus dans le domaine du canot-kayak que du camping d'hiver, disons. Oui, effectivement, là, bon, la neige, on l'a pu remarquer. Je pense que tout le monde était très content de voir que la neige, elle a fondu. Donc, l'objectif, en fait, c'est qu'on va partir en canot, vraiment en canot camping, et on va se rendre à une petite île pour dormir, en fait, et monter un campement à travers, justement cette petite micro-aventure-là. Et l'objectif, ça va être effectivement de partir en groupe sur la rivière et de monter un campement qui est quand même assez durable durant la nuit. Puis ensuite de ça, on revient tout simplement. Il faut dire que la micro-aventure s'inscrit dans un parcours. Donc, il y a une première partie qui est virtuelle sur la plateforme Didac. Donc, ils ont 3 heures de formation dans lesquelles ils abordent vraiment des thématiques spécifiques, plus théoriques, je dirais, qui vont être abordées par la suite dans la micro-aventure. Et ils ont 3 heures de coaching en individuel avec soit avec moi ou avec un membre de mon équipe, dans lequel l'objectif, c'est vraiment de cibler l'objectif personnel de la personne, puis comment ça va s'inscrire dans cette micro-aventure-là. Est-ce que toutes les places sont déjà prises pour la fin du mois? Il m'en reste 4. 4? Oui, puis là, sur 10? Sur 10. Il me reste 4 places à combler, donc... et même ce matin, j'ai reçu un courriel, il y a une personne qui vient de s'inscrire, fait qu'il m'en reste 3, donc, à combler. Donc, ça va quand même assez vite, là. Toujours le même profil des entrepreneurs? Je dirais, les gestionnaires? Je dirais que c'est assez large. Ça l'attire, je dirais, des gens un peu de tous les horizons. Donc, dans la première cohorte, j'avais des entrepreneurs, mais j'avais aussi des intrapreneurs, avec des gens qui, au sein d'une entreprise, ont à prendre des postures de leadership où ils doivent gérer des projets. Donc, j'ai eu ce profil-là. J'avais des gens aussi qui faisaient juste s'intéresser à l'approche d'intervention par la nature et l'aventure, qui est quand même une approche en plein développement au Québec. Donc, on avait une personne qui était issue plus du travail social qui s'intéressait à cette approche-là. J'avais maman. J'avais vraiment de tous les profils parce que, être un leader, c'est pas juste, justement, l'image qu'on a du leader un peu coercitif là, qui crie en avant puis qui gère une entreprise de 1,5 million. T'sais. On est tous un leader à notre façon dans les différentes sphères de notre vie. Quand ils terminent cette aventure-là, en quoi ces personnes-là sont de meilleures personnes, de meilleurs gestionnaires, de meilleurs entrepreneurs ou intrapreneurs, c'est selon, mais en quoi c'est
ces activités-là font de ces personnes-là de meilleures personnes? En fait, on est en train de recueillir justement les témoignages des différentes personnes. Puis ce qui ressort beaucoup, c'est, bien, premièrement, c'est que ce parcours-là leur a permis d'être plus conscients d'eux-mêmes, conscients de justement de leur, moi j'appelle ça des forces motrices et leurs forces restrictives en tant qu'individu, mais aussi en tant que travailleur, en tant que parent, en tant que conjoint, conjointe. Donc, d'identifier ces forces-là et de dire bien, comment je peux justement les utiliser à leur plein potentiel pour être une meilleure personne, autant au plan personnel et professionnel. Donc, ça leur a permis de mieux se connaître. Ça leur a permis aussi de, justement, mettre un peu plus leurs limites pour mieux prendre soin d'eux, parce qu'on le sait, la santé mentale a été grandement ébranlée, puis pas juste chez les entrepreneurs, je dirais dans la population en général, mais les entrepreneurs, c'est des bébites un peu plus fragilisées, de par leur contexte en tant que tel. Donc, d'être capable d'un peu plus mettre ses limites et de mieux détecter aussi chez les membres de leur équipe aussi comment, justement, dans leur propre petite histoire aussi personnelle, bien, comment ça peut avoir un impact aussi au sein de l'entreprise. Donc, c'est vraiment, ça leur permet d'avoir des meilleures compétences pour mieux se comprendre, puis mieux comprendre les autres, puis mieux rentrer en relation aussi avec les autres. Bon, avez-vous d'autres cohortes prévues plus tard dans l'année? Oui, en fait, en tout, on a 4 cohortes. On a, bon, évidemment, on a eu la cohorte d'hiver, la cohorte de ce printemps, puis on a 2 cohortes en septembre et octobre. Donc, les dates, elles vont être disponibles cette semaine, en fait. Là. Fait que les gens vont pouvoir déjà s'inscrire. Donc, si vous ne pouvez pas venir le 28 ou le 29 mai prochain en canot, vous allez avoir l'occasion de venir nous rejoindre en septembre et octobre aussi. Et le point d'information, via quelle page web ou Facebook? En fait, c'est via la Chambre des commerces. Ouais. Donc, c'est vraiment un partenariat avec la Chambre des commerces. Puis, c'est grâce au soutien, justement, du député, justement, Louis Lemieux et Claire Isabelle, là, qui sont venus donner un coup de pouce pour donner accès à ce programme-là. Donc, via la Chambre des commerces, c'est possible. C'est vraiment activité hors série. S'il y a un lien direct, juste à s'inscrire, tout simplement. Si on est membre de la Chambre des commerces, c'est 100 $. Fait que c'est vraiment... une petite bouchée de pain. Si on est non-membre, c'est 200 $. C'est un programme qui vaut presque 800 $ en général, habituellement. Donc, ccihr.ca, qui est le site web de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu, activité hors série, où on peut trouver l'information. Puis quand on fait le lien avec les 2 députés de la région, il faut se rappeler aussi que dans le contexte de la COVID, ça n'a pas été facile pour les entrepreneurs. Exact. Et avec la collaboration de la Chambre et de tout ce beau monde-là, il y a pu avoir la mise sur pied d'un programme pour les aider, pour les accompagner. Exactement. Fait que ça s'inscrit dans cette même, je dirais, ce même paradigme-là. Donc, on a le programme de soutien aux entrepreneurs, puis on a le parcours loup. Donc, c'est vraiment 2 parcours qui sont, 2 programmes, je dirais, qui sont offerts pour justement soutenir les entrepreneurs au niveau de la santé mentale. Laura Ducharme, merci beaucoup. Un grand merci, Éric. Reste avec nous, on vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on jase de vélo. Oui, avec Amélie Caron, spécialiste en cyclotourisme à Tourisme Montérégie. On va bouger, Alex. Oui, monsieur. Enfilez vos cuissards. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Il y a déjà un certain temps, il a lancé son musée virtuel de l'histoire politique du Québec. On l'a déjà rencontré à quelques occasions pour parler de quelques-unes des expositions, mais là, il y en a une qui est drôlement importante. C'est celle sur Félix-Gabriel Marchand, qui est un nom qui revient souvent dans l'environnement de Saint-Jean-sur-Richelieu. Pourquoi? Parce qu'il y a 125 ans, le député de Saint-Jean devenait aussi le premier ministre du Québec. D'ailleurs, il est mort même en fonction, ce qui est rare un peu de nos jours. Et je reçois à nouveau le fondateur de ce musée, qui est aussi l'ex-député de Saint-Jean, Dave Turcotte. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Quand même particulier qu'un ex-péquiste mette autant d'énergie sur un libéral qu'était Félix-Gabriel Marchand. Il faut dire qu'à l'époque, je pourrais dire à la blague que Félix-Gabriel Marchand s'opposait à la Confédération, ce qui n'est pas une blague, ce qui est vrai. Pour un libéral. À l'époque, les libéraux s'opposaient, faisaient férocement la guerre contre la Confédération. C'était les conservateurs qui étaient pro-Confédération avant qu'elle soit faite. Mais au-delà de ça, Félix-Gabriel Marchand, là, c'est sa bataille pour la culture, pour la langue française, pour l'éducation. Si on a la rue Richelieu, la rue Champlain dans le Vieux-Saint-Jean, c'est grâce
à Félix-Gabriel Marchand. Le peu de temps qu'il a été conseiller municipal, avait travaillé pour la francisation des noms de rue du Vieux-Saint-Jean. Mais à l'époque, c'était Saint-Jean. Maintenant, c'est le Vieux-Saint-Jean. Donc, l'éducation, c'est aussi sa bataille de sa vie. Hein. Il voulait avoir la création du ministère de l'Éducation. À l'époque, on appelait l'instruction publique. Donc, de pouvoir uniformiser les cours, que les professeurs soient mieux encadrés, les institutrices, les instituteurs à l'époque, que le cursus scolaire soit bonifié aussi. Donc, c'était ça aussi, Félix-Gabriel Marchand. Là. Mais la dynamique politique de l'époque aussi était quand même différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Oui, Premièrement, exemple, le Parti québécois n'existait pas à l'époque et bien d'autres partis. Et on était dans une dynamique parti libéral, parti conservateur. Oui. C'était ça aussi à l'époque. Et on était au début du siècle. Je veux dire, la Confédération avait à peine une trentaine d'années. La fusion du Bas et du Haut-Canada avec cette Confédération canadienne de 1867. Donc, lui, dans le fond, il devient premier ministre au début du siècle. Tout à fait. Pas très longtemps. Mais il a un passé incroyable parce que quand on regarde dans cette exposition virtuelle, et d'ailleurs, je le dis, respect, toujours impressionné par le nombre d'artefacts qu'on y retrouve, le nombre de pages de recherche. C'est incroyable, là. Quelqu'un qui dévore ça en a pour des heures, là. Ah oui. Surtout celle-ci, là, celle de Félix-Gabriel Marchand, là, c'est... avant de faire mes expositions, je travaille toujours sur un texte en Word. Là. C'est plus facile pour faire les corrections, etc., que quand c'est mis en page, etc. Mais dernier décompte, c'était à 52 pages de contenu. C'est la première exposition que j'ai autant de contenu. Je me suis même inquiété à me dire, y a-t-il quelqu'un qui va prendre la peine de lire tout ça sur Internet? Et c'est pour ça que cette exposition-là, j'ai... d'emblée, il y a un menu par section. Donc, les gens peuvent cliquer si ça les intéresse d'aller voir qu'est-ce qu'il a fait comme notaire ou comme auteur. Donc, c'est plus facile de se retrouver dans l'exposition. Mais en termes d'objets, là, c'est 241, soit photos, documents, articles de journaux. J'ai eu beaucoup de collaborations, entre autres le Musée du Haut-Richelieu, la Société d'histoire ici du Haut-Richelieu, mais l'Assemblée nationale, la Bibliothèque Archives nationales du Québec, la Ville de Québec aussi, qui ont une belle collection de photos, entre autres des funérailles d'État de M. Marchand. C'est assez Lionel incroyable. Lionel Fortin aussi, l'historien, qui a écrit la seule biographie à ce jour qui a été publiée sur Félix-Gabriel. Donc, qui m'a beaucoup aidé en me fournissant de ces documents. La région de Saint-Jean-sur-Richelieu ne serait pas la même aujourd'hui, en 2022, de par tout ce qu'il a fait ou a pu influencer il y a 125 ans et plus. C'est fou, là. Honnêtement, là, tu sais, je regarde aujourd'hui quelqu'un là, qui est en politique, ben, c'est un emploi à temps plein. Mais Félix-Gabriel Marchand faisait de la politique à temps plein, comme député pendant 33 ans. Il était ministre aussi, président de l'Assemblée nationale, premier ministre. Mais en plus de ça, il était agriculteur, il était père de famille, bien entendu, agriculteur, notaire, auteur. Il a écrit des pièces qui ont été présentées un peu partout. Il a reçu même la Légion d'honneur du gouvernement français là, pour son apport à la culture. Il était journaliste. Il a fondé le journal Le Canada français qu'on connaît encore, là, qui est le deuxième plus vieil hebdo francophone en Amérique. Et en plus de toutes ses implications, il était président de la commission scolaire. Oui. Il a créé une milice pour mettre fin à l'invasion américaine, etc. Donc, il était dans l'armée. Donc, il a fait beaucoup pour la région. Le visage de Saint-Jean, sans Félix-Gabriel Marchand, et je dirais sans la famille Marchand, parce que son père, Gabriel, a fait énormément aussi. C'est son père qui un des fondateurs de la paroisse qui est maintenant la municipalité. Sa fille, Joséphine Marchand d'Endurant, qui est une des premières féministes au Québec. Son fils, Gabriel Marchand, qui a aussi été député et qui lui aussi est décédé en fonction comme député peu de temps après son père. A travaillé beaucoup au journal, était un propriétaire du journal, puis a fondé des journaux aux États-Unis, etc. La famille Marchand, là, c'était une grande famille. Puis je disais un peu à la blague récemment, j'ai donné une conférence la semaine dernière à l'Assemblée nationale pour présenter certains de mes objets politiques auprès c'est une activité qui est organisée, entre autres, par Bibliothèque Archives nationales du Québec. Et quand je parlais de Marchand, je disais, en force de travailler sur cette exposition-là, j'ai vraiment découvert que c'est le meilleur prétexte pour découvrir tout un pan de l'histoire québécoise qui est encore trop méconnue ou trop peu étudiée, celle du 19e siècle,
On parle beaucoup de la Nouvelle-France, on parle beaucoup du début du régime anglais, pis tout ça. Mais tout ce qui s'est passé là, entre la Confédération et le début du 20e siècle, au fond, cette période-là est très peu... en tout cas, c'est pas une période qui est très populaire. Là, on en parle peu là, de ces premiers ministres-là puis de cette histoire-là. Mais il y a quand même eu... Félix Gabriel Marchand a eu 10 premiers ministres, député sous 10 premiers ministres. On en a 42 dans l'histoire du Québec. Imaginez. Et lui a été le 11e. Et celui qui l'a succédé, le 13e, c'était un de ses ministres. Fait que dans les faits, on peut dire 12 sur 42. Fait que c'est pratiquement le quart des premiers ministres. Félix Gabriel Marchand les a côtoyés. Bon, on connaît souvent, pour ceux qui s'intéressent à la question, le Félix Gabriel Marchand, qui était député, ministre, premier ministre, président de l'Assemblée nationale ou le fondateur du Canada français. Mais comment... Si on recule dans le temps, comment ce jeune homme était-il destiné à avoir une vie professionnelle aussi bien remplie? Parce que faut se remémorer, le pont Félix-Gabriel Marchand, qui est le pont de l'autoroute 35, qui prend son emprise pas loin de l'hôtel, du motel Harris et du Canadian Tire d'aujourd'hui. Oui. Sa maison était là. Oui. Elle a été détruite aujourd'hui, mais elle était sur la rue Champlain et c'était des terres agricoles. Là. Exactement. Le domaine de Beauchamp, là, c'est la terre familiale. C'était où ce qui est aujourd'hui le Carrefour Richelieu, l'hôpital, le boulevard Séminaire. Tout cet endroit. Le pont, au fond, le pont Félix-Gabriel Marchand était à la frontière, là, je dirais, sud du domaine de Beauchamp. Donc, lui, il est né sur cette ferme-là. Son père était quand même... il y avait des appointances là, assez fortes avec des familles importantes. La famille McNider, qui était la famille de sa deuxième femme. C'était des grands marchands, des gens très influents de Québec. Donc, la famille Marchand, avant même Félix Gabriel Marchand, c'était une famille influente. Là, ses oncles, son père. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il est né dans une bonne famille, c'est-à-dire une famille de ce qu'on appelait peut-être les aristocrates de l'époque? Oui, sauf que c'était quand même des agriculteurs. Hein. C'était quand même sur une ferme. C'était des agriculteurs. En marge de la ville, parce qu'habituellement, l'élite était plus au cœur de la ville, tandis que le domaine de Beauchamp était en dehors de Saint-Jean, là, était de Dorchester, du cœur villageois. D'ailleurs, Marchand, quand il aura sa famille, un peu plus tard, construira sa maison qui est encore debout sur Saint-Charles. En diagonale, justice, exactement, celle de son fils à côté, Gabriel. D'ailleurs, Félix Gabriel Marchand, moi, au début, je disais souvent que c'était un premier ministre méconnu ou qu'on parlait peu. Mais à force de faire mon exposition, j'ai découvert qu'on en parlait quand même beaucoup. Peut-être pas assez, mais on en parle quand même beaucoup de Marchand. Et j'ai réalisé que c'est, à part peut-être Maurice Duplessis, dans l'histoire du Québec, je n'ai pas encore trouvé un premier ministre aussi attaché à sa région et que sa région parle encore autant de son premier ministre que Félix Gabriel Marchand. Juste à Saint-Jean, on a quand même beaucoup de choses. Là. Il y a le monument que j'ai fait ériger, mais la ville a fait l'œuvre en 3 dimensions qui est sur l'usine de filtration dans le cadre du Vieux-Saint-Jean. Même les bancs de parc, au parc des Éclusiers, il y a une des sections qui est sur Félix Gabriel Marchand. Il y a quelques éléments là, forts sur Félix Gabriel que les autres premiers ministres n'ont pas tant que ça, finalement. Là. Ouais, et même dans la région, il y a les fameux prix Félix Gabriel Marchand au Gala de l'excellence de la Chambre de commerce. Exactement. Qui est impliqué là-dedans aussi. Tout à fait. Effectivement, le nom Félix Gabriel Marchand revient un peu partout dans la ville. Je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui ne savent pas trop pourquoi on accorde autant d'attention à ce nom-là. Mais il faut comprendre l'influence qu'il a eue, parce que je reviens à ça. Famille d'agriculteurs, mais en même temps un peu dans l'élite de la région. Tout à fait. Ce qui lui a permis probablement d'aller à d'autres études, d'être notaire et ensuite politicien. Là. Tout à fait. Puis ce qui est particulier aussi pour Félix Gabriel Marchand, c'est la cohabitation entre deux cultures. Hein? Sa mère, plus d'origine écossaise, protestante anglophone, son père catholique francophone. Ça, là, cette dualité-là là, a toujours... d'ailleurs, toute son enfance s'est faite en anglais. Et c'est à l'école qu'il a appris le français et par la suite a écrit en français puis a défendu le français. Mais ses parents savaient que s'il voulait aller loin, il fallait aussi qu'il parle français là, pour avoir un succès ici. Il a même écrit des pièces de théâtre. Exactement. Puis il en a fait plus d'une. Donc, c'est vraiment là, une grande famille. Puis moi, ce que j'ai découvert, là, vraiment, la chose importante, c'est que en faisant cette exposition-là, je pensais connaître Félix Gabriel Marchand et j'ai appris beaucoup de choses sur lui. Comme quoi? Bien,
tout cet aspect-là que j'avais moins abordé, que j'avais peut-être moins réfléchi là, sur la question de comme auteur, là. J'ai découvert plein de pièces, etc. Puis les prix qu'il a reçus, ça m'a beaucoup impressionné. Beaucoup de prix de France. On le comparait même à le Molière québécois à son époque. Ça, je ne savais pas ça. C'est en faisant des recherches que j'ai découvert ça. Ça veut dire qu'il était quand même très... Même ses adversaires, les conservateurs, à un moment donné, il a fait une pièce et Erreur n'est pas contre. Et il l'a présenté à Québec. Et les conservateurs avaient écrit dans un journal nous sommes prêts quasiment à sacrifier le comté de Saint-Jean si M. Marchand nous promet qu'avec ses projets de loi qu'on n'aime pas, qu'il nous amène au moins une pièce par saison du genre comme Erreur n'est pas contre. Là, on va accepter qu'il vienne au Parlement, puis on ne présentera pas quelqu'un contre lui quasiment. C'était une petite blague. Donc, rappelons-nous de cette date, le 11 mai 1897. Félix Gabriel Marchand, évidemment, était réélu député de Saint-Jean, mais devenait aussi de facto le premier ministre. Il était le chef du Parti libéral. Il a été premier ministre pendant 3 ans, jusqu'à son décès en 1900. Oui, le 25 septembre 1900. Et, le premier ministre du Québec à mourir en fonction. Il a droit à des funérailles d'État. Il y avait plus de 50 000 personnes là, devant. C'était extraordinaire à l'époque qu'un premier ministre meurt. Là, Il a été aussi inhumé dans un cimetière de Québec, non loin du boulevard Charest. Oui. Parce que dans le Vieux-Québec, quand on se promène sur la rue Sainte-Ursule, on voit le bâtiment dans lequel il est au 25 Sainte-Ursule. Oui, exact. Tout à fait. Il est décédé là. C'était la maison de sa fille et de son gendre, Dr. Simard. Donc, allez faire un tour sur politiquequebec.com. C'est le musée virtuel d'histoire politique du Québec fondé par Dave Turcotte, ici présent, et donc les 125 ans donc, de Félix Gabriel Marchand qui devenait premier ministre. Merci beaucoup. Fait plaisir. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Les 21, 22 et 23 mai, à l'occasion de la longue fin de semaine de la Fête des Patriotes, on renoue un peu avec la tradition des ventes de garage ou, si vous préférez, les ventes débarras. Donc, c'est permis de le faire durant ces 3 jours sans obtenir de permis au préalable par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, au grand plaisir aussi des consommateurs. À demain. Bye-bye.